Une personnalité difficile va avoir un impact sur son environnement. Ça, c'est sûr, et de différentes façons. Donc, ça peut être parce que Denis, il n'y a plus personne qui est capable de le sentir et la façon qu'il nous traite, comment il nous fait sentir, il est intimidant. Donc, les gens, ils trouvent ça difficile. Ou, des fois aussi, il peut entraîner des gens avec lui. Et là, donc, tout le monde est devenu parano parce que Denis, il met des idées dans la tête des gens. Puis là, des gens disent, hey, c'est vrai, ça. J'avais jamais pensé à ça. Les patrons, ils sont en train de nous exploiter. Dans le fond, là, moi aussi, je veux réclamer les droits. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie, mais aussi l'animatrice par la bande de ce fabuleux podcast où on reçoit chaque semaine des invités différents pour aborder des sujets différents d'habitude. Parce que là, ce mois-ci, on va vraiment couvrir une thématique en plusieurs petits blocs. On va passer le mois de février en compagnie de Mathieu Guénette. Mathieu qui a été mon prof, mon chargé de cours à HEC Montréal il y a, mon Dieu, plus de 10 ans et avec qui j'ai repris contact justement dans le cadre des balados-diffusions. Mathieu qui a son propre podcast qui s'appelle Les Ambitieux. On va en parler souvent au cours des épisodes parce que, évidemment, comme c'est un de ses dadas, le sujet des personnalités difficiles, il a couvert en beaucoup plus de profondeur que ce qu'on va faire dans le cadre des épisodes ensemble, les différents sujets. Donc, le premier épisode, cette semaine, on va faire un petit tour de roue sur c'est quoi les personnalités difficiles et les 3 vendredis de février suivants, donc les 3 prochains épisodes, on va brosser un portrait rapide de certaines de ces personnalités difficiles-là et explorer aussi des outils, surtout sur comment on peut essayer de composer un peu avec ça finalement. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mathieu Guénette, conseiller en orientation, évaluateur de potentiel et auteur du podcast Les Ambitieux, de plusieurs livres aussi. Je vais vous mettre d'ailleurs les liens dans les notes de cet épisode. Bonne écoute! Allô, Mathieu? Allô, Sarah? Ça va? Ça va super bien. Je suis en forme. Yeah! Ah, mon Dieu, tant mieux parce qu'on a une couple d'épisodes à enregistrer ensemble. Je suis prêt. On reçoit Mathieu parce que j'avais envie qu'on parle de personnalité difficile parce que Mathieu, en plus d'être consultant en gestion, en développement de potentiel, puis d'être aussi conseiller en orientation, t'es aussi un expert, j'ai envie de dire, des personnalités difficiles. T'as donné le cours à HEC. Pendant 10 ans, puis je suis devenu par la force des choses. Le sujet m'intéressait beaucoup. J'aime bien les gens marginaux, puis comment les aider. Je suis un petit peu marginal à mes heures, à ma façon. Et pour moi, je trouve ça intéressant aussi d'équiper les gens. Souvent, il y a des problèmes de relations. Mm-hmm. Puis, je trouve qu'il y a peut-être plus de choses qu'on peut faire qu'on l'imagine. Des fois, on pense que c'est sans espoir, puis il n'y a rien à faire. Puis je pense que le but, c'est d'être humain aussi dans la façon de le faire. Là, Ben oui, puis t'as donné le cours pendant 10 ans. Après ça, t'en as parlé aussi sur ton podcast, Les Ambitieux, que je recommande à tout le monde d'aller écouter, que je suis personnellement, religieusement. Génial. Fait qu'à la fin de chaque épisode, si tu veux, on donnera un peu les épisodes à écouter ou qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour aller creuser davantage, parce que là, on va vraiment faire un survol ensemble. Ouais, normal. Fait que là, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aborde la question plus générale, plus dans le sens général, comme, tu sais, c'est quoi les personnalités difficiles? Comment les déceler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que je vais te guider là-dedans. Fait que je vais commencer par te poser la question, qu'est-ce que c'est finalement une personnalité difficile? C'est quelqu'un qui nous tape ses nerfs. Des fois, ça va arriver, mais pas forcément. En fait, on va faire une différence déjà entre un trouble de personnalité puis une personnalité difficile. Et, mettons, une personnalité ayant des comportements difficiles. Donc, on va mettre ça à 3 niveaux.
Okay? Le plus intense au moins intense. Donc, un trouble de personnalité, c'est quelqu'un, on pourrait dire, qui a une incapacité à fonctionner au niveau de ses relations, au niveau marché du travail, en société, et qui pourrait avoir un diagnostic ou qui a un diagnostic au niveau de santé mentale. Puis on fait attention parce qu'un diagnostic, c'est un acte médical. Et là, c'est ça, que ça veut dire que c'est une personnalité qui, probablement, qu'on ne verra pas souvent dans le marché du travail au niveau côté employé, parce que, ou plus rarement, parce que souvent, ces gens-là vont être en dehors du système. On peut les avoir comme clients, on peut les avoir, si on travaille avec le public, mais c'est évident. On se dit, OK, ça ne marche pas. Quelqu'un qui a un trouble de personnalité ou une personnalité difficile? Un trouble de personnalité. Donc, ça, c'est le niveau le plus intense. On va mettre ça une lumière rouge. Là. Vraiment, c'est évident. Là. Ça ne fonctionne pas. Puis, ça peut être diagnostiqué ou pas diagnostiqué. Mais si la personne allait voir un psychiatre, il y aurait un diagnostic. Après ça, personnalité difficile, là, on va mettre une lumière jaune. Donc, une lumière jaune, ça dit que ça fonctionne, mais c'est difficile. Et c'est le même principe que les troubles de personnalité, mais on est dans un cadre qui est un petit peu plus flou, mais c'est quand même des personnalités qui vont avoir des problèmes, soit dans leurs relations, soit dans comment ils perçoivent les choses, leur lecture des situations, soit par rapport à leur impulsivité. Des fois, leurs besoins, être capable de se retenir, ils sont fâchés, c'est plus fort qu'eux, soit au niveau de leur anxiété. L'intensité aussi, qu'on va tenir compte. Est-ce que c'est approprié, pas approprié? Est-ce qu'ils sont capables ou pas de s'approprier, d'être conscients? Donc, si c'est une personnalité difficile, puis c'est ancré, ils sont incapables d'introspection. Et ça, là, on est dans une lumière jaune. Puis si on est dans une lumière verte avec un peu de jaune, on va dire ça de même, c'est quelqu'un qui, à l'occasion, donc la fréquence n'est pas si grande, l'intensité n'est pas si grande, va avoir des comportements un peu toxiques, difficiles, mais on ne pourrait pas parler de troubles de personnalité ou de personnalité difficile, mais à l'occasion. Et là, on va peut-être se reconnaître aussi des fois, ou reconnaître du monde autour de nous. On va dire, dans certaines situations, et puis il y a des situations gâchettes, c'est des situations qui nous amènent à dérailler. On ne déraille pas tout le temps, mais quand on fait face à ces situations-là, c'est là qu'on va retrouver un peu plus ces traits-là. Ça serait peut-être mon introduction, là, rouge, jaune, c'est déjà vert. Vraiment... Oui, c'est ça, c'est déjà vraiment bien de les grader. J'ai envie de te demander, tu penses-tu que tu pourrais prendre un exemple, mettons, d'une situation, puis comment une personne rouge, jaune, vert, comment on le décoderait? Oui, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne chose. Que mettons qu'on va prendre un trait qui est, on va prendre la personnalité paranoïaque. OK? Donc, la personnalité paranoïaque, si c'est un trouble de personnalité, ça veut dire que cette personne-là pourrait avoir un diagnostic. Mais il y a des chances qu'on n'en ait pas, parce que les paranoïaques n'adorent pas aller voir des psychiatres pour se faire dire qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont bien méfiants. Donc, ils n'iront pas par leur trait déjà en partant aller là. Mais cette personne-là est tellement paranoïaque, le trouble de personnalité rouge, là, que aussitôt qu'il y a une situation, elle va voir son médecin, elle est sûre que son médecin est de connivence avec sa mère. Puis pourquoi vous voulez savoir ça? Pour aucune raison. Là. Il y a une méfiance. Et évidemment, cette personne-là, en milieu de travail, ça ne pourrait pas passer aucunement parce qu'elle serait incapable de fonctionner avec les règles au travail. Là. Tout de suite en partant, ça ne permettrait pas d'être performant le moindrement. Donc, cette personne-là, elle peut se ramasser dans différentes situations. Ça peut être quelqu'un qui va être dans le milieu carcéral. Parce que là, quelqu'un de paranoïaque, elle peut être raciste à l'extrême, elle peut être violente parce qu'elle va se venger en pensant qu'elle est morale, mais être violent avec quelqu'un qui n'est pas moral, pour elle, on peut penser à l'État islamique, mettons. Bon, mais là, elle peut être dans le milieu carcéral, elle peut être en dehors du marché du travail, mettons sur l'aide sociale, elle peut être hospitalisée, mais elle ne sera peut-être pas dans le milieu de travail. C'est tellement évident là, qu'on ne se pose même pas la question.
OK? Tandis que la personnalité difficile, elle, c'est jaune. Donc, ça veut dire qu'elle va travailler en milieu de travail et c'est moins évident. Que ça se peut qu'une journée, tu te dises, coudonc, mettons qu'on va l'appeler Denis. Bon, Denis, c'est-tu juste moi ou il est spécial? Puis, alors, peut-être que c'est moi. Puis peut-être toi, tu vas dire, ben non, moi, Denis, je le trouve correct. Et c'est ça qui crée l'ambiguïté. Que des fois, c'est quasiment mieux quand c'est évident que quand c'est flou un peu. Puis là, Denis, ben, c'est plus des situations où, mettons, je demande à Denis, j'aurais besoin de tes idées. Puis là, hey, tu vas essayer de me voler mes idées, que c'est ça? Puis ben là, pourquoi tu penses ça, Denis? Ben, puis là, il va peut-être dire, ben, tu sais, la dernière fois, moi, j'ai collaboré, puis tu sais, tu ne m'es pas revenu, puis là, regarde, c'était normal. Puis là, on justifie avec Denis. Puis c'est toujours lourd. Puis on dit, moi, Denis, là, si je peux l'éviter, autant parce qu'il pense toujours que les gens ont comme un plan contre lui ou qu'ils ne l'aiment pas ou il y a quelque chose du parano. Là. Ils s'imaginent des trucs. Mais en même temps, il y a des situations où ça se passe bien parce qu'il y a des situations gâchettes. La situation gâchette, c'est quand il y a de l'ambiguïté. Que si je dis, écoute, Denis, j'ai entendu dire des choses à ton sujet et je ne peux pas t'en parler. Puis, moi, ben, je ne suis pas sûr qu'on peut te confier ce mandat-là. Là, ben, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce que je viens de dire. Puis, je te reviens, mais je ne peux pas te dire quand. Là, lui, l'incertitude, ça signifie que c'est une menace. Mais c'est sûr que si j'ai un contact régulier, je l'informe, il va regarder sa personnalité difficile. Là, je ne l'ai pas guéri, là, mais ça va peut-être être moins apparent. J'essaie d'éviter de faire des blagues parce que des blagues, c'est de l'ambiguïté. Ça fait en sorte que ça se passe mieux dans ma relation avec lui. Puis là, ben, je réussis à gérer ma relation avec Denis, mais ce n'est pas nécessairement une relation qui est facile et il faut que je fasse toujours attention. Donc là, je suis dans le jaune, puis il peut avoir des grands talents et son trouble, sa personnalité difficile, peut avoir un effet positif. Parce que peut-être qu'il va dire, hey, Denis va dire, hey, je pense à ça, le contrat, là. Moi, j'ai vu une clause, là. Puis cette clause-là, là, elle n'est vraiment pas à notre avantage. Puis on devrait vérifier ça. Puis là, hey, merci, Denis. Puis là, ben, c'est un peu. Des fois, il y a une utilité. OK? Que ça, c'est jaune. OK. Puis maintenant, dans le vert, c'est encore Denis, là, mais il est un peu moins pire. C'est que dans des situations extrêmes, OK, qui n'arrivent vraiment pas souvent, là, il va peut-être manifester, peut-être qu'il va être intense une fois. Là, il va dire, hey, comment ça? Parce qu'il y a un contrat qu'il n'a pas eu. Puis là, ben, quelqu'un d'autre aurait peut-être réagi autrement. Puis là, ben, on voit une pointe de temps en temps se présenter. Parce que les personnalités qui ont des traits paranoïaques ont une tendance à avoir une lecture des situations qui est déficiente. Il va interpréter des choses, tu ne sais pas pourquoi. Puis quand ils pensent qu'ils ont été lésés, ben eux autres, ils vont se défendre, mais ils ne se défendent pas à peu près. Ils vont chercher à se venger. Est-ce que je réponds bien? Oui, vraiment. Puis je me demandais, est-ce que le contexte, mettons, qu'on parle d'un milieu de travail, pourrait amener quelqu'un, du vert jaune au jaune, de dire, disons, un paranoïaque qui est dans un contexte très incertain, beaucoup de pression, de performance, de compétition de collègues, qui pourrait devenir plus intense? Ah oui, bien, tout à fait. Puis c'est sûr que les circonstances peuvent nous amener, mettons, on va dire ça comme ça, passer d'une couleur à une autre. Puis à l'inverse, bien, peut-être que s'il se sent un peu plus en confiance, les traits vont diminuer. Mais c'est sûr qu'on ne parlera pas de vouloir guérir, changer. Puis ça reste toujours un fond, mais il peut y avoir des changements au cours de la vie pour toutes sortes de raisons. Mais généralement, c'est assez ancré. Puis le problème majeur des personnalités difficiles ou troubles de personnalité, c'est qu'ils ont de la difficulté à s'adapter, à changer leur comportement. Ils sont un peu crispés sur leur mécanisme de défense. Pour se défendre, justement, ils vont aller avec... ils ne font pas une introspection de dire, OK, est-ce que moi, j'ai agi de la meilleure façon? Puis c'est pour ça que c'est des personnalités comme les autres. La différence, c'est qu'une personnalité qui n'est pas difficile, qui a de l'introspection, qui a de l'empathie,
elle, face à une menace, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, puis elle va modifier son comportement pour essayer de mieux s'ajuster en fonction de la réalité. Tandis qu'une personnalité difficile, elle est plus en train de vouloir que le milieu s'adapte à elle. Et elle va rester campée, puis elle ne reconnaît pas qu'elle a des traits difficiles. C'est pour ça qu'elle reste difficile par rapport à une autre personne qui a vécu les mêmes choses, mais qui, elle, en vient tranquillement à s'améliorer, à apprendre des situations. Et c'est sûr que si on est dans une situation où il y a beaucoup d'ambiguïté, puis ça perdure, puis qu'il y a plus de stress, l'émotivité va être, on va dire, une situation gâchette pour reprendre nos mêmes termes. Là, on va retrouver ces comportements-là beaucoup plus fréquents. Puis de la même manière que n'importe qui agit en étant stressé, émotif, il va perdre de son jugement, il va devenir plus impulsif, surtout si c'est prolongé. Oui, puis, je réponds oui. Puis est-ce qu'on sait qu'est-ce qui cause ça? Parce que tu as dit, ça prend un diagnostic pour vraiment dire que quelqu'un a un trouble de la personnalité. Ouais. Mais là, les personnalités difficiles, je pense que c'est un peu plus flou de ce que j'en comprends. C'est un diagnostic quand même? C'est pas un diagnostic parce qu'il n'y a pas de psychiatre qui va se prononcer. Mais ce qui est bien, bien important, c'est qu'on ne pourra pas utiliser aucun terme. C'est ça qui est dur, c'est qu'on apprend des choses, on trouve ça intéressant, on fait des liens. Puis après ça, on se fait dire, tout ce que vous venez d'apprendre, vous ne pourrez pas l'utiliser, et surtout pas dans un contexte de travail. Parce que si je fais de l'évaluation, mettons, dans un contexte d'embauche, puis je dis, moi, j'ai eu Denis comme candidat, puis c'est un paranoïaque, Denis, puis là, c'est parce que sur quoi tu t'es basé pour dire ça? C'est qu'il faut plutôt avoir l'idée que les personnalités difficiles ou les troubles de personnalité, c'est un cadre de référence qui nous aide à comprendre des phénomènes, puis on peut s'en inspirer. Et d'ailleurs, moi, dans mon livre, Le candidat viscéral, il y a un chapitre, ça c'est un livre en 2017 que j'ai écrit avec Catherine Bédard, et il y a un chapitre qui dit, dans un contexte d'évaluation de recrutement, comment on pourrait identifier, même au moment de l'entrevue, des traits d'une personnalité difficile. Là, après ça, on décide ce qu'on fait. Là. Mais veux-tu nous donner un exemple d'une question qui pourrait nous faire soulever des... Denis paranoïaque, on va rester là-dedans. Mais mettons que je dis, j'aurais besoin que vous me parliez de votre ancien emploi. Pour quelle raison vous avez quitté? Là, il dit, là, la personne pourrait dire, pourquoi la personne la justifie. La personne, pour aucune raison valable, elle dit, écoutez, je ne suis pas confortable de répondre à votre question. Je trouve qu'il y a de la discrimination. Puis on dit, franchement, de la discrimination, je ne vois pas le rapport. Puis où c'est souvent la faute des autres. Là, c'est mon patron. C'était quelqu'un d'abusif. Parce qu'un paranoïaque, là, il a toujours l'impression que lui, il est vertueux, il est moral, puis que les gens autour ne le sont pas. Là, il va être un peu plus impatient. Là, on va dire, ce trait-là, moi, ça me fait penser à des traits d'une personnalité difficile. Mettons, inspiré de la personnalité paranoïaque. C'est comme Prince, quand il a arrêté ça s'appelait Prince. L'artiste a nommé auparavant Prince. On n'est pas là-dedans. Que moi, j'ai mis des termes avec Catherine qu'on va l'appeler le méfiant. Que le méfiant, ça n'existe pas dans le DSM, ce n'est pas un terme officiel, mais ça va être le méfiant inspiré du trouble de personnalité paranoïaque. C'est comme ça qu'on peut se créer un langage non officiel, pas dangereux. Là. Pour te garder une réserve par rapport au terme médicaux. Moi, ça me fait penser. Là, est-ce qu'il est vraiment paranoïaque ou pas? On ne va pas là. Ça, ce n'est pas de nos affaires. Mais de dire, moi, ça me fait penser à ça. Puis on comprend des phénomènes. Dans le fond, l'idée, là, c'est de comprendre, ça part d'où les croyances d'une personne. Comment elle en vient à se développer des règles. Parce que les croyances amènent des règles comportementales et après ça, ça nous amène à des comportements. Donc, une croyance, ça pourrait être Denis paranoïaque. La croyance, c'est les gens vont toujours chercher à nous flouer, à nous arnaquer s'ils en ont l'occasion. Ça, c'est une croyance.
Il n'y a pas de comportement lié à ça. Mais c'est une croyance qui est profonde. Donc, si on comprend que quelqu'un qui a des traits paranoïaques a ça, bien, ça va nous aider après, par la suite. Là, la règle, c'est quand quelqu'un te pose une question qui te semble menaçante, ben, ça va être important d'être vigilant. Que ça, c'est une règle. Donc, la croyance va devenir une règle, puis la règle va devenir un comportement. Donc, on comprend que c'est comme une racine dans la terre qui est bien profonde, très solide. Après ça, il y a une tige qui est la règle, puis la fleur, le pissenlit sur le gazon qu'on voit, qui est bien apparent, ça, c'est le comportement. C'est le comportement qui nous dérange, mais il y a une racine, il y a une tige en dessous. Puis le comportement, c'est pourquoi tu me demandes ça? Je ne vois pas le rapport avec le poste pour lequel je postule. Là, ben, si on s'attaque trop vite au comportement, à la fleur jaune, le pissenlit sur le gazon, mais quand on ne s'intéresse pas à la racine, ben, en bout de ligne, on va trouver ça extrêmement difficile parce que ça va repousser. Là, et on le sait, là, si vous faites du jardinage, là, que c'est ça l'idée, c'est qu'on ne veut pas des trucs. Parce que ce qui marche en général avec des personnalités qui ne sont pas difficiles, moi, je motive mes employés en leur posant des questions, en m'intéressant à eux. Puis là, ben, je crée un lien. Bon, ça, c'est un truc, ça marche super bien, 90 du temps. Mais ce qui marche habituellement ne fonctionnera pas. Et là, on rentre dans une complexité au niveau des relations avec des gens qui sont un petit peu plus difficiles à aller chercher. Et là, ça nous prend des outils un petit peu plus avancés pour être capable de faire ces interventions-là. OK. Puis, comme employeur, justement, à quel point c'est notre responsabilité? Tu sais, mettons qu'on le flag dans l'entrevue d'embauche. Est-ce que c'est de se dire, OK, c'est pas un bon candidat pour nous parce que ça va être compliqué? Ou plutôt de dire, OK, tu sais, on pense pouvoir, justement, en allant chercher des outils, le gérer. Fait qu'il y a c'est à deux niveaux, dans le fond. Est-ce qu'on les discrimine, j'ai envie de dire, à l'embauche? Puis, une fois qu'ils sont en milieu de travail, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, pour gérer un peu ça? Moi, je pense qu'on ne dit pas, on ne l'engagera pas sur une personnalité difficile. Ça ferait discrimination. Mais c'est sûr que si on se dit c'est un poste où on a besoin de beaucoup de collaboration, puis d'écoute, puis il y a beaucoup d'ambiguïté. Bon, avec tout ce que j'ai dit, ben, on sait que cette personne-là, elle ne pourra pas performer. Que ce n'est pas parce que c'est une personnalité difficile, c'est parce qu'en lien avec les attentes liées au poste, puis on n'a pas beaucoup de temps non plus pour l'encadrer. Puis que moi, je ne me vois pas avoir cette personne-là dans mon équipe par rapport aux attentes. Elle ne va pas répondre aux attentes. OK. Mais on discrimine plus le résultat, le comportement. Mais c'est sûr que à la fin, on va dire, bien là, vous discriminez toutes les personnalités difficiles, c'est pas correct. Mais l'autre affaire, c'est de dire peut-être qu'on disait, écoutez, moi, je pense que c'est plus un vert, un jaune, mais c'est pas un rouge, c'est un vert jaune. Selon moi, si c'est un vert jaune, ben, considérant qu'il est extrêmement compétent, puis il est très expérimenté, puis c'est un poste quand même assez solitaire, puis même son côté méfiant, c'est pas mauvais parce qu'il va être capable de signaler des abus. Puis il va les voir vite, parce que les arnaques, il va les voir tout de suite. Puis des fois, peut-être que moi, je serais prête à composer avec cette personnalité-là. Et là, on dissocie l'identité de c'est quoi mon résultat que je cherche à obtenir dans ce poste-là avec la personne. Parce que dans le fond, on est humain, mais en même temps, quand on engage quelqu'un, c'est un outil à une performance. Moi, je crois ça. Là, quand j'engage quelqu'un pour faire des travaux chez nous, ben, ce que je veux, c'est un résultat. Là, puis ça reste ça. Puis après ça, on essaie que ça soit humain puis de faciliter la relation. Mais à la base, il y a une fonction puis un résultat attendu. Là. Je crois encore à ça. Tout à fait. Puis, tu sais, des fois, quand ces gens-là sont parce que pour l'avoir déjà vu, tu sais, je pense qu'on a tous des gens qui nous viennent en tête où c'était plus difficile de collaborer, puis tout ça. C'est pas facile pour l'équipe quand ça arrive, tu sais, disons, dans un contexte où il y a bien des situations gâchettes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faciliter les choses en étant justement humain, puis en considérant à la fois les impacts sur l'équipe, puis sur la personne qui, elle aussi, souffre, tu sais, souvent quand ça se passe pas bien, là? Ben, moi, effectivement, une personnalité difficile va avoir un impact sur son environnement. Ça, c'est sûr, et de différentes façons. Donc, ça peut être parce que Denis,
puis il n'y a plus personne qui est capable de le sentir. Et la façon qu'il nous traite, comment il nous fait sentir, il est intimidant. Donc, les gens, ils trouvent ça difficile. Ou, des fois aussi, il peut entraîner des gens avec lui. Et là, tout le monde est devenu parano parce que Denis, il met des idées dans la tête des gens. Puis là, des gens disent « Hey, c'est vrai, ça. J'avais jamais pensé à ça. Les patrons, ils sont en train de nous exploiter. Dans le fond, là, moi aussi, je veux réclamer les droits. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, là, j'ai envie de parler d'analyse transactionnelle. J'ai fait un épisode là-dessus de balado. L'épisode, c'est 97. Ça s'appelle « Décoder tes relations ». Puis, ce que ça dit, là, en gros, c'est que quand on est dans une situation où c'est difficile, pour une personne, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de composer avec l'intimité. Ça, c'est tout ce qui est personnalité difficile. OK? On va être amené à jouer des jeux pas le fun. C'est pas le Monopoly ou des affaires le fun. C'est des jeux de relations. Mm-hmm. Et plus le problème est grave, là, donc jaune-rouge, là, on va prendre mes couleurs, plus on va jouer à ces jeux-là. Mais on joue tout le temps à des jeux, forcément. Et on s'en rend pas compte, c'est inconscient. Puis les autres jouent des jeux avec nous, puis nous, on joue des jeux avec eux. Une personnalité paranoïaque va avoir tendance à être dans un état du moi là, qu'on va appeler le parent critique. Donc, il va être le parent critique qui va critiquer les patrons, qui va critiquer les autres employés. Il va être moralisateur. Et là, ça va amener les autres soit à se sentir avec lui comme un enfant. Mais avant, ils ne se sentaient pas enfant. Quand il n'est pas là, ils ne se sentent pas enfant. Mais quand il est là, on a l'impression, certains vont jouer l'enfant soumis. Puis là, il va se dire, tu sais, Denis, j'ai pas fait exprès, puis tu as raison. Puis là, tout d'un coup, tu t'excuses. Tu te dis, pourquoi je m'excuse de même? Pourquoi je me sens coupable? Pourquoi j'ai l'impression que je dois rendre des comptes? D'habitude, je ne suis pas comme ça. Mais c'est juste avec lui que je me sens de même. Mais c'est parce qu'il prend une posture de parent critique. Il parle comme si tu étais un enfant. Puis là, tu te ramasses dans un rôle que tu n'es pas à l'aise, mais tu ne te rends pas compte. Que là, tu vas être l'enfant soumis ou tu peux être l'enfant rebelle. Là, tu vas dire, « Hey, Denis, parle-moi pas comme ça. T'es qui? T'es pas mon père, franchement. » Puis là, tu as envie de faire le contraire de ce que Denis dit, juste parce que tu veux lui montrer qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est que ça va générer toutes sortes de réactions. Des gens qui, habituellement, n'ont pas ce genre de comportement-là, ça va les provoquer. Puis ça va peut-être provoquer aussi chez l'autre un autre parent critique. Puis là, Denis, tu as raison, les employés ici, ça n'a pas de bon sens, ils ne se comportent pas bien. En tout cas, moi, je trouve que tu as raison. Puis là, tout le monde se ramasse dans des jeux. Puis dans l'analyse transactionnelle là, de Rick Berne, si on simplifie, c'est ce qu'on cherche, c'est d'être idéalement dans des relations adulte à adulte. Et là, on est dans une relation qui est professionnelle, puis il n'y a pas de jeu de « je suis plus fort que toi, tu es moins fort que moi ». Que ça, c'est l'exemple du paranoïaque. Que ça va être beaucoup plus fort, ces jeux-là relationnels. Donc, ça va avoir un impact sur toute l'équipe. Puis, il y en a d'autres, là, comme je te donne un exemple, le passif-agressif, là, lui, des fois, il va jouer à l'enfant rebelle surtout. Là, l'enfant rebelle, des fois, il est enfant soumis, des fois, enfant rebelle, mais il va amener les autres aussi à être enfant rebelle. Donc, une personnalité difficile va avoir un gros impact sur l'environnement. Il va peut-être faire en sorte qu'il va intimider des gens, il va peut-être amener des gens à devenir un petit peu plus rebelles ou bref, ça peut aller dans plein de directions. Et les jeux, c'est ça qui fait en sorte que ça devient toxique, ça devient lourd et difficile. Donc, si on revient à ta question, ça veut dire que nous, comme employeurs, si on a une personne qui est amenée à être difficile et à générer des jeux, qui sont des jeux pas le fun, là, et qui rend les relations difficiles, ça crée des conflits pour toutes sortes de raisons, bien, il faut être capable de cerner ça. Puis, aussi, il faut avoir des politiques de tolérance zéro. Et là, ça me fait penser à mon épisode 2 qui s'appelle « Créer des zones anti-grosses brutes », parce que les grosses brutes, c'est des personnalités difficiles.
Le livre, c'est de No Asshole Rules. J'avais pas le goût de le traduire tel quel. Là. Je me suis dit, bon, on va me laisser une petite gêne. Là. Mais c'est l'idée, bon, les trous de cul, là, il y en a. Oui, on a appellent ça de compris. même. On avait compris. Donc, là, à ce moment-là, ce qu'il faut dire, c'est pas vrai que parce que quelqu'un a des bons résultats, on va le laisser faire. Ouais, mais il génère tellement d'argent. Ouais, mais là, il est un poison pour l'équipe. Puis, moi, je pense qu'il y ait des personnalités difficiles, là, c'est normal. Ça, c'est un peu comme je te disais, qu'il y ait des chiens méchants qui mordent le monde, qui se comportent pas bien, ça arrive. OK? C'est qui est responsable? C'est-tu le chien ou le propriétaire qui n'attache pas son chien, qui fait en sorte que son chien est dangereux? Et moi, je pense que les employeurs, ils ne peuvent pas se déresponsabiliser en disant c'est pas moi qui ai eu le comportement problématique, c'est mon employé. Puis mon employé, ben moi, je considère qu'il est quand même performant. Puis c'est à mes employés, souvent, à mes autres. On s'entend, là. Ça arrive souvent. C'est souvent des gens performants dans leur métier, puis là, tu ne veux pas les perdre, mais c'est ça. Oui, parce que ceux qui ne sont pas performants et qui sont difficiles, ben on s'entend qu'ils ne font pas des longues carrières. Que ceux qui sont difficiles et qui font des longues carrières, c'est parce que probablement qu'ils compensent par justement plein d'autres talents. Et ça, il faut changer les mentalités là-dessus. Puis ça prend des politiques. C'est ça que le livre parle, que c'est une recherche. Là, après ça, ils en ont fait un livre qui est très accrocheur, là, mais à la base, c'est fait sur une recherche qu'on doit vraiment établir des règles. Il faut faire une différence entre quelqu'un qui, à l'occasion, là, je reviens avec mes lumières jaune-vert, mais à l'occasion, a peut-être un problème de comportement. Et nous-mêmes, peut-être qu'il y a des moments où on s'est dit, dans cette situation-là, j'ai peut-être été toxique avec un employé, je ne m'en ai pas rendu compte sur le coup. Puis là, ben, on va aller s'excuser, puis là, ben, on répare. Mais là, bon, c'est simple de même, OK, c'est correct. Là. Après ça, on peut peut-être composer avec ça. Mais si on trouve qu'il y a vraiment des abus, c'est répété, on ne pense pas que ça peut... Là, je trouve que l'employeur doit agir parce ça va être extrêmement démobilisant pour toute l'équipe. Puis en contexte de pénurie, on peut être tenté de dire, ouais, là, j'ai personne d'autre. Je vais l'engager, Denis. Là, j'ai personne d'autre. Ouais, mais là, c'est parce que tu viens de tout affecter ton climat au complet. Là. Puis là, tu vas penser que tout le monde a un problème. Tu vas dire, toute ma culture organisationnelle a un problème. Quand en fait, c'est un élément, là, la pomme pourrite, qui vient affecter avec ses jeux relationnels là, où il vient créer des dynamiques. Ça peut aller quand même loin. Puis avant de finir cet épisode-là, Mathieu, parce qu'après ça, on va faire le portrait un peu rapide là, des principales personnalités difficiles. Tu as parlé d'analyse transactionnelle, puis moi, je l'ai écouté cet épisode-là qui est excellent et que je recommande d'ailleurs. Puis là, tu parlais des adultes, tu as parlé des enfants rebelles ou soumis, des parents critiques, mais il y avait aussi le sauveur. Ah, vas-y. Oui, c'est ça. OK, excuse-moi. Oui, le parent protecteur qui est sauveur. C'est ça, le sauveur. Là, on n'a pas parlé. Ça, je trouve ça important. Puis je me dis, ça force l'employeur. Des fois, les gestionnaires se placent dans une position de sauveur. Puis là, tu expliquais aussi que la dynamique se déplace. Je te laisse l'expliquer, ça va être bien plus clair que moi. Tout à fait. Ben écoute, ça fait plaisir. Ben, il n'y a pas beaucoup de personnalités difficiles qui vont tomber dans le parent protecteur. Parce que le parent protecteur est assez empathique, mais comme un parent envers un enfant. Donc, ça veut dire qu'il est dans un mode de protection. Il va dire, écoute, mettons, Denis, il n'a pas été fin avec toi, mais moi, là, je t'adore, hein, puis je veux que tu saches là, que tu peux venir me parler n'importe quand parce que tu es mon préféré. Ah, mais là, on s'entend, on est plus professionnel quand on parle de même. Là, c'est caricature juste pour qu'on comprenne. Puis moi, je vais t'aider, puis je vais te défendre face à Denis. Et là, on n'est plus professionnel, on est bienveillant, on veut aider. C'est le danger de la bienveillance. On devient condescendant. Au lieu d'aider nos employés à se responsabiliser, on prend les responsabilités à leur place, puis on va aller confronter Denis au nom de cet employé-là. Que ça, c'est le parent protecteur. Et ça,
comme employeur qui se veut bienveillant et humain, on peut tomber là-dedans. Et le parent protecteur, il y a un côté sauveur. Et ce que je parle dans l'épisode, c'est qu'effectivement, il y a, c'est ce on parle du triangle dramatique, là, qui est une version de l'analyse transactionnelle. C'est basé sur le même outil. Bien, il y a un triangle, il y a le sauveur, le bourreau et la victime. Que Denis, au départ, c'est un bourreau et moi, je suis l'employeur et je vais avec le sauveur. Puis les employés qui sont autour de Denis, c'est des victimes. Et là, moi, ben, je vais dire, hey, Denis, ça n'a pas de bon sens. Denis, si tu continues comme ça, on va te mettre à la porte. Puis là, ben, finalement, Denis abuse. Là, je mets à la porte Denis. Puis là, ben, Denis, il devient la victime. Moi, qui était le sauveur, je deviens le bourreau. Puis là, les employés pourraient devenir les sauveurs de Denis en disant, ben oui, mais Denis, c'est pas de sa faute. Il est né comme ça. Tu sais, écoute, il a été abusé quand il était petit. Puis c'est pour ça, puis dans le fond, on pourrait peut-être y pardonner. Puis là, l'employeur, il dit, écoute, avant, il avait l'air catastrophique, Denis. Là, tout d'un coup, vous le trouvez sympathique parce que tout d'un coup, il se dit, ouais, mais c'est parce que si il est sévère avec Denis, il va peut-être être sévère avec nous autres. Puis quand ça va être notre tour, puis bon, bref, on comprend que souvent, ça va se promener. Puis la personnalité avec laquelle on va le plus se promener dans le triangle, c'est la personnalité dépendante. Et ça, cette personnalité-là, elle est souvent dans la position de la victime. Donc, protégez-moi. Mais elle va devenir un bourreau parce qu'elle va devenir tellement accaparante. Et elle va constamment se promener et des fois, elle va nous forcer à devenir le sauveur. J'ai besoin de toi, aide-moi, j'ai besoin d'un conseil. Et ça va créer des dynamiques et on va se sentir cheap. On va dire, coudonc, j'ai de la misère avec cette personne-là, mais en même temps, je ne veux pas la rejeter. Puis, il faut faire attention à nos bons sentiments. Tu sais. Puis adulte à adulte, ça veut dire être professionnel, ça veut dire de nous ramener à quelque chose qui est nos rôles et responsabilités, là, si je veux parler simplement. Plus rationnel, disons, que de tomber dans trop l'émotivité, de s'en tenir au fait. C'est le danger du discours bienveillant en organisation, en fait. Oui. Bien, écoute, Mathieu, merci beaucoup. C'était super éclairant. Là, on a quand même quelques traits à explorer. Fait qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec les auditeurs, si tu le veux bien, pour commencer ce portrait des personnalités difficiles. Merci beaucoup. Super. Pour les ressources, on va mettre des liens dans les commentaires de l'épisode. J'invite tout le monde à aller écouter. Entre autres, Mathieu t'a parlé de ton épisode 97, de ton épisode numéro 2, aussi sur les ambitieux. Ouais. Fait que je vais mettre les liens vers ces épisodes-là. Il y a un épisode général, c'est l'épisode 37 aussi, sur le livre sur comment gérer les personnalités difficiles. Donc, lui, c'est peut-être une base là, où je résume pas mal le cours que j'ai donné pendant 10 ans, là, les grandes lignes. Un crash course, comme on appelle. Le cours était excellent et l'épisode aussi. Ça fait un moment que je l'ai écouté, mais je me souviens que je l'avais bien aimé puis ça me replongeait au HEC. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, puis on se retrouve pour la semaine prochaine. Bye bye!